Bonjour à tous. Enfin, artisans, commerçants, TPE, professionnels libéraux et experts comptables, nous nous retrouvons à nouveau dans son théâtre Mogador où nous finissons par avoir nos habitudes. Je me suis d'ailleurs empressé de troquer tongs et maillot de bain pour le costume cravate pour ce sympathique moment. Je dois vous avouer que je reviens de l'île de la Réunion où nous avons présenté en avant-première à nos adhérents et experts comptables nos nouveaux services dont Laurent David et nos invités vont vous donner le détail. En effet, vous savez que l'avantage fiscal attaché à votre adhésion a été supprimé. Avantage fiscal qui n'en était plus un, puisqu'en réalité, depuis déjà plusieurs années, cet avantage avait été remplacé par une absence de majoration. Il reste cependant, pour certains d'entre vous, le bénéfice d'un crédit d'impôt de 915 €, lequel n'est à ce jour pas remis en cause. Depuis 1974, nous vous accompagnons et grâce à vos exigences et à nos échanges, nous savons ce que vous attendez de nous. Notre objectif pour cette première partie de notre réunion est donc de vous convaincre que France Gestion sera encore présent pour vous accompagner dans ce monde qui change si rapidement. Permettez-moi, avant de passer la parole à Laurent David, d'avoir une pensée pour Bernard Ravenne, président de France Gestion Profession Libérale, que vous avez vu très souvent à cette place que j'occupe aujourd'hui, et Jean-Marie Fulat, notre collaborateur en charge de notre comptabilité, qui nous ont quittés tous deux ces derniers mois. Je tiens à remercier Philippe Gauthier, directeur, et les collaborateurs de France Gestion pour l'aide apportée à l'organisation de cet événement. Je remercie également Serge Ripel pour sa totale implication dans tous nos projets. Vous n'imaginez pas tout ce que nous allons vous proposer. Je peux vous assurer que ce sera bien mieux qu'un simple avantage fiscal. Maintenant, cher Laurent, à toi. Oui, le micro est bien allumé. Donc vous connaissez maintenant, c'est une habitude, hein, il y a le spectacle, puis on travaille avant. Et donc là, comme Eric vous l'a dit, on va essayer de vous expliquer comment France Gestion va gérer l'après 1,25, comme on dit. Donc après cet avantage fiscal, on nous avait promis qu'une grande stabilité fiscale. Bon, elle est toujours très relative, cette stabilité. En l'occurrence, elle n'est pas évidente, mais on va vous expliquer un petit peu toute la panel des services, ou au moins zoomer sur 3 grands services que vous propose France Gestion. D'abord, un accompagnement digital. On connaît tous dans nos organisations, hein, moi je fais partie d'un grand groupe, vous, pour la plupart, vous êtes à la tête d'une petite ou moyenne entreprise. On a vu que tout ça s'est en plus accéléré de façon considérable avec ce qu'on a vécu en matière de confinement, de télétravail. Demain, on nous annonce la facturation électronique. On fera un point sur cette question-là. On va parler aussi de cybersécurité. Là aussi, on est tous touchés. Et puis, on finira quand même par ce qui est le pendant un petit peu du 1,25. Et vous verrez que France Gestion a été particulièrement créatif et vous propose une garantie juridique et fiscale très intéressante. Alors, je dis on, c'est pas moi. On a 3 experts, 3 intervenants. La première que je vais appeler, que je vais vous demander bien sûr d'applaudir quand ils vont rentrer, elle est commissaire aux comptes, expert comptable spécialisée en transformation numérique, animatrice d'une émission que vous connaissez peut-être et sûrement Connecte ta boîte, associée fondatrice de plusieurs sociétés spécialisées dans la blockchain, les cryptoactifs et les crypto-monnaies. Je vous demande de faire un triomphe à Sana Moussaouid. Il est aussi expert comptable, il est aussi commissaire aux comptes et il est associé fondateur, je crois, des mêmes sociétés spécialisées dans la blockchain, les cryptoactifs et les crypto-monnaies. Merci d'accueillir chaleureusement Fabrice Evrard.
Et puis, il fallait quelqu'un pour représenter les adhérents de France Gestion. Et il est adhérent, il est chef d'entreprise, administrateur aussi de France Gestion. Et il a une activité de conseil financier aux particuliers entreprises. Merci de se joindre à nous, Claude Wagner. Alors, on nous a dit, je vous préviens, on démarre un sprint. D'ailleurs, vous avez la durée du semi. On doit le faire maintenant en moins de 56-45. Donc, c'est pas, pour un SMI, c'est un sacré temps. Non, c'est même un record du monde. On va commencer avec l'accompagnement à la transformation numérique. Sana ou Saïd, je le disais tout à l'heure, on est tous frappés par le fait que voilà, c'est le grand changement dans les organisations, dans les entreprises. Ça a accéléré. Comment vous voyez, vous, vos clients se comporter ? Alors, je sais pas. Oui, c'est bon, c'est allumé. On voit une vraie adoption du numérique au sein des clients, les TPE, et surtout en fait depuis le Covid. Avant le Covid, ils entendaient énormément parler de numérique, mais on a eu l'impression que le Covid a été, ou la Covid, pardon, a été un véritable accélérateur parce qu'on s'est rendu compte que toutes les entreprises qui n'avaient pas des canaux de paiement, par exemple, en ligne ou des canaux de livraison, elles n'ont pas pu en fait travailler pendant cette période. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'était celui d'un petit maraîcher dans un petit village qui n'arrivait pas en fait à vendre ses fruits et légumes et qui a dû passer par des applications très simples. Il a mis du WhatsApp et en fait il a essayé d'animer sa communauté et trouver d'autres moyens de paiement. Et ça c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui les entreprises, on n'est plus dans la phase essayer de les convaincre, mais on est plus dans la phase qu'est-ce qu'on fait pour vous accompagner et vous aider à gagner du temps et à transformer votre organisation. Et d'ailleurs, c'est même dans le baromètre et les études de France Num, on voit bien en fait que le numérique et tout ce qui est accessoire, tout ce qui est lié à la communication, je dis accessoire parce que je pense qu'il y a des choses plus profondes qu'on doit transformer, mais on voit bien que tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, la présence en ligne, les sites internet, c'est quelque chose qui commence à être un peu plus dans l'ADN des entreprises. Mais dès qu'on arrive sur la partie interne, on va dire gestion interne et tout ce qu'on sait faire, c'est France Gestion et en tant qu'expert comptable, c'est beaucoup plus... c'est pas pareil. Les chiffres ne parlent pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que effectivement, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'important alors que la facture électronique arrive et qu'il faudrait d'abord commencer par accompagner le chef d'entreprise, réduire, l'aider à gagner du temps sur cette partie-là avant de commencer à communiquer sur son offre et de passer sur ces fameux leviers de communication pour améliorer son activité. Et donc, c'est des choses qu'on fait aussi dans Connect ta boîte, notamment, que je vous invite à découvrir. Alors justement, comment vous accompagnez les dirigeants d'entreprise avec France Gestion ? Comment vous les aidez ? Avec France Gestion, ce qu'on souhaiterait faire, c'est effectivement commencer à accompagner les TPE avec quelque chose de très simple. L'exemple de Connect ta boîte, c'est assez parlant parce qu'on s'adapte aussi aux TPE qui sont l'ADN de France Gestion. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un certain nombre de services. Quand on parle de gestion interne, il y a aussi tout ce qui est lié à la facture électronique, la signature électronique. On va parler tout à l'heure, Laurent, de la cybersécurité. Et il y a aussi tout un volet formation, France Gestion et Calliope. Il y a tout un volet formation qui est développé aujourd'hui. J'anime moi-même en fait une formation par exemple sur le RGPD avec France Gestion et il y a énormément de points d'accompagnement et on est en train de structurer aussi des offres dédiées aux TPE et surtout des offres dédiées fonction de la taille parce que chez France Gestion ce sont des très petites entreprises et donc cet accompagnement-là, il ne peut pas être le même pour des PME, on ne peut pas le retransposer et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mais on en parlera plus en détail. Claude, vous vivez tout ça. Comment vous le vivez ? Alors, on parle de la transformation numérique. Dans transformation numérique, il y a deux mots, transformation et numérique. Jusque-là, je suis bon. Et dans une vie antérieure, donc j'étais pas indépendant à mon compte, je travaillais dans une entreprise en tant que salarié, une entreprise internationale, et on travaillait pour des opérateurs de télécom, donc des gros clients. Et là, on avait une problématique de transformation très importante. C'est-à-dire que dans transformation numérique, on pense beaucoup à la partie numérique qui est d'automatiser ses processus de production, d'améliorer son efficacité de traitement interne, d'augmenter ses parts de marché. Mais on oublie aussi souvent la partie transformation qui, dans les grosses boîtes, est très importante. Et on avait fait beaucoup de projets où on maîtrisait la technique, mais sur la partie conduite du changement, on était moins bon. Et certains de ces projets n'ont pas eu la réussite escomptée parce qu'on n'avait pas cette méthodologie de conduite du changement et en interne, il n'y avait pas forcément le sponsoring nécessaire à très haut niveau et toutes les fonctions de l'organisation qui étaient prêtes à s'adapter.
Donc nous, en tant que TPE, on est un peu dans une situation différente où on est chef d'entreprise, en général une personne, parfois deux. Donc on maîtrise les décisions au sein de notre entreprise et cette partie de transformation, on est prêt à l'assumer. S'il faut changer son comportement, on peut beaucoup plus s'adapter qu'une grosse entreprise. Par contre, sur la partie numérique, comme on est tout seul ou très peu nombreux, eh ben, on n'a pas toutes ces fonctions, toute cette expertise qu'une grosse boîte peut avoir, qui lui permet, elle, en interne, de développer les compétences pour faire cette partie numérique de la transformation numérique. Et donc, comprendre quels sont les outils technologiques qui sont disponibles, faire de la veille technologique, étudier le marché, voir ce que font ses concurrents, etc. Et donc, en tant que TPE, on a beaucoup plus besoin d'accompagnement. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'être expert à la fois dans notre métier et en plus de maîtriser l'écosystème, l'environnement législatif, juridique, fiscal, social et en plus technologique. Voilà. Et donc c'est ça qui fait notre particularité, c'est notre capacité à changer quand il faut changer, et donc à condition bien sûr d'avoir l'ouverture d'esprit et l'agilité pour accepter de le faire. Par contre, on a besoin d'être plus accompagné, je pense, que les grandes entreprises. Et on va parler pendant cette conférence de tout ce que France Gestion offre pour justement accompagner les TPE. Sana, on l'évoquait en commençant, on a un grand chantier qui arrive là, qui focalise pas mal l'attention de vos confrères, parce qu'on a du mal à leur parler d'autre chose en ce moment, c'est la facture électronique. Ça veut dire que quoi? Ça va être compliqué? Compliqué, non, mais c'est plus facile de parler de quelque chose qui est obligatoire, et je pense que c'est une aubaine, la facture électronique, et heureusement qu'elle est obligatoire parce qu'elle va vraiment pousser les entreprises à se transformer, et notamment aussi mes confrères et les cabinets. La facture électronique aujourd'hui, elle fait peur parce qu'on ne sait pas du tout, on n'a pas encore tout le détail et toutes les manières dont ça va être fait. On parle beaucoup des plateformes qui vont pouvoir demain mettre en place, nous aider à passer à la facture électronique, mais pour la majorité, on n'a pas encore un certain nombre de détails, de fonctionnement, de fonctionnalités pour essayer de se préparer. Néanmoins, on sait ce qui va se passer, on sait que demain, la facture électronique, ça supposerait qu'il faudrait qu'on ait un système qui va intégrer ces fonctionnalités-là pour pouvoir émettre des factures électroniques et non pas numériques, que ce soit de la facture X normalement en France. Et surtout que grâce à ça, en fait, on va pousser les entreprises à digitaliser, notamment le système d'information, même d'une TPE. En fait, ça va permettre du coup de plus passer des heures sur du Excel, du Word, et ça va être beaucoup plus rapide. Et surtout, la notion qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a aussi pas mal de données qui sont assez riches dans cette facture électronique et qui vont pouvoir en fait qui vont pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de tirer des leçons à partir de ses propres données de manière beaucoup plus simple. Et c'est quelque chose aussi que France Gestion sait faire depuis très longtemps, tout ce qui est analyse sectorielle. Et je pense qu'avec la facture électronique, on va pouvoir passer à un cran et une étape supérieure, et ça va être plutôt génial, je pense. Oui, une transformation à gérer, mais de la simplicité derrière de fonctionnement. Alors quand même, j'ouvre une petite parenthèse, on ne l'a pas évoqué en préparant cette conférence, mais c'est aussi peut-être plus de contrôle, facilité pour l'administration. On sent vraiment qu'avec le fait que la facturation électronique, c'est sûr qu'elle n'a plus besoin de se déplacer. Bah certainement, ça c'est sûr. Et de toute façon, la facture électronique, c'est aussi le pré-remplissage de la TVA de manière assez automatique. Et puis les e-reporting pour tous ceux qui travaillent avec en B2C, des e-reporting, tous ceux qui ont des caisses aujourd'hui, des caisses enregistreuses, ça va s'envoyer directement à l'administration fiscale. Et si on n'a rien à se reprocher, c'est plutôt de la simplicité. Au contraire, en fait, je ne pense pas qu'il faille le prendre du côté plus de contrôle. Oui, il y aura plus de contrôle, on le verra tout à l'heure. Effectivement, il y aura beaucoup plus de contrôle parce que ça sera plus simple. Mais pour le coup, ça va faciliter les choses et j'aurais pu à craindre de ne pas avoir fait telle chose, de ne pas avoir déclaré telle facture, je ne sais pas. Tout sera beaucoup plus simple demain et plus résilient. Fabrice, on a évoqué la transformation numérique, cette accélération, demain la facturation électronique. Puis, alors, je le dis avec peut-être je l'aurais dit avec plus d'enthousiasme et d'entrain il y a quelques mois, mais on nous promet le métaverse, la réalité virtuelle. Alors, je dis ça parce que depuis, on sait ce qu'il est advenu de Meta, qui a licencié un bon nombre de ses ingénieurs, mais quand même, on voit que c'est pas fini de s'accélérer. Alors, c'est quoi? C'est fantasme, réalité de demain? Vous qui êtes spécialiste, qu'est-ce qu'il faut penser du métaverse?
En fait, il faut voir. En fait, c'est un petit peu des deux. C'est un mythe et il y a une réalité à venir. Il y a quelques mois avant le Covid, enfin même, on va dire avant la période du Covid, peu de clients avaient réellement une boutique en ligne. Et avec le Covid, ça a accéléré les choses. Le métavers, en fait, c'est pas une nouveauté. En fait, ça existe depuis quasiment plus de 20 ans. On l'a redécouvert à l'occasion des casques et des réalités virtuelles, c'est qu'on a un outil qui permet de faciliter l'intégration dans le métaverse. Mais donc aucune nouveauté, sauf qu'à l'avenir, ça arrivera. En fait, c'est un intérêt notamment sur l'aspect formation, du coup, de pouvoir réunir des gens dans un espace virtuel afin d'être formés. L'intérêt, c'est que les gens, quand ils sont dans le monde virtuel, ils n'ont pas leur téléphone portable, donc ça permet de capter, d'augmenter la capacité de concentration des participants. Et après, rien n'empêche un de nos futurs clients, il faudra bien les accompagner. S'ils veulent créer une boutique dans le métavers pour vendre leurs produits, il faudra bien les accompagner. On va avoir toute cette mission d'accompagnement et j'avais écrit un article il y a quelques mois sur les problématiques notamment liées au métaverse, parce que ça fait beaucoup sourire le métaverse, mais des trucs toutes bêtes qui vont parler aux confrères experts comptables. En revanche, ça fait sourire, mais quand on teste une application avec un casque, je le conseille à tout le monde, tous ceux qui ne l'ont pas fait, c'est très, 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 très impressionnant. Alors justement, avec France Gestion, on a eu l'occasion au congrès des experts comptables de créer des NFT. Enfin, je passerai sur ce qu'est ce sont des NFT. On les a mis dans un musée virtuel et on équipait les confrères d'un casque pour se balader dans le monde virtuel. Du coup, pour voir un petit peu à quoi ça, concrètement, dans la réalité, concrètement, comment ça se matérialise. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut regarder toutes les problématiques comptables et fiscales qu'il y a autour du métavers, notamment ce que ça fait sourire, mais quelque chose de tout bête. Vous avez un vendeur qui est en boutique physique. Est-ce que vous pouvez lui imposer de vendre dans le métavers, c'est-à-dire de mettre un casque pendant 8 heures et de vendre à des clients virtuels? Est-ce que c'est une modification du contrat de travail? Ça, c'est des questions que les clients peuvent légitimement nous poser. Sana l'a dit par rapport à la facture électronique et aux caisses électroniques. Demain, nos clients qui vendent dans le métavers, est-ce qu'il va falloir que j'ai une caisse électronique qui soit certifiée NEF 525? Donc c'est plein de problématiques finalement qu'on connaissait par ailleurs, qu'on va reporter dans le métaverse. Donc fantasme dans le sens où, bien entendu, tout le monde n'ira pas dans le métaverse. Et je vous invite à mettre un casque. C'est difficile à l'heure actuelle avec la technologie d'y rester plus de 2 heures. C'est un petit peu compliqué. Par contre, il faut quand même regarder d'un œil attentif ce qui va se passer. Est-ce que ce serait un petit peu dommage de passer à travers ce nouveau canal de distribution? Oui, puis il arrivera peut-être avec un peu plus de temps de prévu, parce qu'on nous a annoncé le métaverse pendant 5 ans. On sent quand même que c'était très optimiste. Non, ça va prendre, à mon avis, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Non seulement parce qu'il faut que les casques soient quand même plus légers, parce que ça reste un petit peu en mode cartoon. C'est une sorte d'imagerie dans le monde virtuel qui n'est pas forcément très sympathique. Je ne vois pas de la même façon. J'entendais parler même de lunettes. Ouais, tout à fait. Et même de verres de contact. Ouais, il y a deux choses. Alors, il y a la réalité virtuelle où on met le casque et ça vous coupe de la réalité. Et vous avez la réalité augmentée, c'est-à-dire vous mettez vos lunettes et ça va ajouter du contenu à votre vision. On le voit notamment, par exemple, vous êtes dans votre voiture, on vous met des lunettes spécifiques et vous allez avoir les instructions du GPS du coup qui vont s'afficher en surimpression. Donc il y a ces deux réalités, mais là, ce que notamment Meta, c'est uniquement un monde purement virtuel. Claude, vous vous imaginez là demain dans le métaverse? Alors je vais faire le lien avec votre introduction. Vous disiez il y a 3 experts. En fait là il y a 2 experts et puis un novice. Le métaverse, je ne vais pas en parler parce que je suis totalement ignorant. Je dirais de manière générale que pour nous TPE, ce qui nous intéresse justement, c'est dans ce monde où il y a plein d'innovations technologiques qui sont à des stades de maturité très différents, d'avoir des gens qui font l'analyse de ce qui est encore au stade de développement et ce qui a atteint un stade de maturité suffisant pour une application professionnelle. Et donc il va y avoir des applications professionnelles de type industriel pour des sociétés beaucoup plus grandes que la nôtre, pour lesquelles il y a une justification économique à utiliser ces solutions qui ont peut-être un coût économique encore très élevé. Et puis après, on passe à un stade de développement plus avancé où ces solutions se démocratisent. Et donc là, effectivement, nous, ça nous intéresse d'avoir un organisme qui nous positionne en fait ces solutions qui sont matures, donc technologiquement, pour être utilisées dans un cadre professionnel et non plus juste pour faire du jeu, qui le sont donc à un niveau d'attractivité économique suffisante. Donc par exemple, on va dire quelques dizaines d'euros par mois en mode souscription, par exemple, parce qu'aujourd'hui, tout se fait plus ou moins en mode souscription. Et enfin, un dernier critère qui est très important pour une TPE, c'est la facilité d'utilisation de la solution.
Parce qu'évidemment, encore une fois, comme on est des petites structures, c'est le dirigeant qui parfois fait quasiment tout, il faut qu'il ait la capacité à le faire lui-même. Il ne faut pas que ça nécessite des expertises très poussées pour utiliser l'outil technologique en question. Et donc ça, c'est vraiment pour moi les 3 critères. Après, il y a des gens qui peuvent œuvrer dans un environnement franco-français et qui sont réfractaires à l'anglais. Donc pour eux, c'est important d'avoir une solution en langue française. Bon, ça va être moins un sujet critique pour d'autres. Et donc typiquement, dans tout ce qui vient d'être cité, donc en particulier pour moi, le métaverse, c'est très amont. Donc c'est très loin encore. Hein. On peut avoir un intérêt académique pour ça, mais moi, j'en vois pas d'application immédiate pour la plupart des adhérents qui sont présents aujourd'hui, probablement. Par contre, la réalité augmentée, c'est quelque chose à laquelle je crois. Moi, j'ai un métier donc, de conseil financier. Je ne suis pas agent immobilier, mais j'ai des gens qui exercent ce métier. J'imagine très bien que, par exemple, un agent immobilier qui veut vendre un bien dont il a le mandat, il fait un enregistrement vidéo avec un bon appareillage technologique pour qu'il puisse le représenter en 3 dimensions. Et après, il va vouloir rajouter un ameublement intérieur pour rendre son bien plus attractif. Et effectivement, bon, pour ceux qui regardent les émissions de Stéphane Plaza, en particulier, l'aménagement intérieur, ça augmente la valeur du bien. Donc, on voit bien que pour ce type de métier, ça a une utilité. J'imagine bien aussi un restaurateur qui, après avoir scanné le QR code, va vous mettre en 3D le plat que vous souhaitez commander ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui, sous réserve qu'elles soient à un prix abordable, et encore une fois que l'utilisation ne soit pas trop compliquée, va, à mon avis, se développer et on va utiliser ce genre de solution. Je voyais d'ailleurs, par hasard, hier soir sur TikTok, c'est un peu redoutable, c'est très addictif. Et je voyais un conseiller financier, justement, qui avait fait une petite vidéo avec présentation de produits, tout, c'est amusant. Et ça m'amène à une question, tous ces outils, quand ils sortent, ça ne doit pas être facile quand on est tout seul, qu'on est très pris par le temps de se dire, je vais les découvrir, comment vous faites ? Alors, je dirais qu'on a effectivement cette thématique numérique, mais qui ne se décline pas de la même façon selon nos métiers. Donc, je vais prendre mon cas personnel. Bon, moi, je suis un conseiller financier qui ne fait pas de la publicité. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de site Internet. Je ne fais pas de campagne e-marketing. Je ne suis donc pas, par exemple, dans la même situation qu'un commerçant qui veut développer sa notoriété et se faire connaître dans une zone géographique donnée. Je fonctionne sur un modèle de bouche à oreille et de mise en relation. Donc je vais rencontrer des gens, mon cercle proche, ou des gens que je connais pour une raison ou pour une autre, et qui après vont m'aiguiller vers d'autres personnes, des connaissances, donc des amis, des connaissances professionnelles, la famille, etc. Donc dans ce scénario-là, donc je n'ai pas la même, comme je le disais, problématique des commerçants qui doivent développer des sites e-commerce ou des sites web, etc. Par contre, je me suis rapidement retrouvé dans la situation où j'avais beaucoup de gens qui m'étaient recommandés, qui faisaient partie de la famille, qui n'étaient pas dans ma zone géographique. Donc j'ai été considérablement aidé par la crise sanitaire et la démocratisation et le changement de perspective des gens par rapport aux outils de visioconférence qui font qu'aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème à personne de dire « Ok, cette personne, je ne la connais pas, mais je vais la rencontrer pour la première fois en visio ». Et a fortiori, on va faire toute la suite de la relation sous forme de visioconférence. Donc pour moi, ceci très clairement a été un accélérateur au niveau de mon activité économique et ça a nécessité simplement la prise en main de l'outil de visioconférence, qui est probablement pas le plus compliqué des outils à maîtriser. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Après, en termes de gain de productivité, pour moi, ce qui est très utile aussi, c'est tout ce qui permet la dématérialisation des actes de souscription et des actes de gestion. Je dirais à tel point que je commence à avoir un biais où je me dis, comme je suis un intermédiaire, les fournisseurs de solutions qui ne me permettent pas de faire la dématérialisation, je ne vais pas forcément les mettre en avant. Parce que ça devient, avec la réglementation qui est de plus en plus contraignante, quand on fait du papier, il y a énormément de documents à signer, il faut parapher certaines pages, il faut en signer d'autres, il faut les poster, il faut que l'autre fasse la même chose, et puis au bout du compte, on se rend compte que quelqu'un a fait une erreur, et puis il faut recommencer. Voilà, donc la dématérialisation, donc la signature électronique, qui encore a été nettement, je dirais, démocratisée et qui est rentrée dans les mœurs pendant les différents confinements, où même les gens ne pouvaient plus se déplacer chez le notaire, mais on pouvait signer des actes à distance. Tout ceci a fait qu'il y a eu des modifications d'attente des consommateurs et d'acceptation de ces nouveaux outils.
Et donc ce sont ces éléments-là qui, pour mon activité à moi, je dirais, sont les plus impactants en termes d'efficacité. Vous avez fait votre marché parmi tout ce qui sortait, vous avez choisi le plus vertueux pour votre activité. Sana, Fabrice, je voulais finir sur un point. Cette vague de digitalisation, ce nouvel univers dans lequel on vit, il implique de la confiance. Et alors, au moment où on avait prévu cette question dans notre préparation, on n'avait pas eu encore droit à la faillite de FTX. On avait déjà un Bitcoin qui avait connu quand même des soubresauts, une volatilité extrême. Qu'est-ce que c'est important, ça, quand même? Qui veut commencer, Fabrice? C'est épineux, le sujet de FTX. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui vient de faire faillite et qui laisse environ 1 million d'utilisateurs, enfin des consommateurs comme vous, sur le carreau, pour environ 50 milliards de dollars. Voilà, juste une paille, quoi. Donc il faut... Alors, sur FTX, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas condamner tout l'écosystème pour les agissements notamment d'une personne physique, qui était le dirigeant, qui a, on va dire, contaminé tout l'écosystème. Notamment, enfin, il n'avait pas de comptabilité, ils sont incapables de connaître le nombre de comptes bancaires qu'ils possèdent, et ils étaient même incapables de lister les salariés. On en était quand même déjà à un niveau quand même plutôt pas mal en termes de, on va dire, de défaillance. En 2008, quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers, on n'a pas condamné tout le monde bancaire. On a mis en place des règles pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus, notamment avec toutes les ratios BAL 1, BAL 2, BAL 3. L'écosystème, là, ce qu'on va voir avec FTX, c'est que ça va obliger les régulateurs à se pencher sur le sujet, et même l'écosystème de lui-même à anticiper et à proposer des modalités technologiques afin que les réserves, afin d'éviter que ça se reproduise. Sur le cas de FTX, qu'est-ce qui s'est passé, pour entrer vraiment dans le concret, c'est que les gens ont envoyé leurs actifs numériques sur la plateforme ou leurs euros, et le dirigeant a pris ces actifs, les a vendus ou les a donnés à d'autres personnes à sa défense personnelle. Voilà, donc les caisses sont vides. Là, ce que voudrait faire du coup la communauté, c'est mettre en place des enjeux pour vérifier que les actifs numériques que j'ai déposés soient toujours dans les comptes de la société et qu'ils ne s'aient pas été cédés à des tiers. Donc on voit que il y a encore, c'est un écosystème qui est naissant en fait, qui a moins de 15 ans. Ils sont en train d'apprendre les règles à la dure, j'ai envie de dire, sachant que les enjeux vont beaucoup plus rapidement à cause d'Internet, à cause de la digitalisation. Les choses s'accélèrent. Donc l'écosystème va grandir, se professionnaliser, mettre en place les règles qui vont bien pour éviter que les scandales se reproduisent. Oui, Sana. Juste en complément, ce que disait Fabrice, c'est vrai qu'à l'époque, on condamnait pas les banques. Aujourd'hui, c'est une fraude. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pour le coup, c'est le Bitcoin, enfin les actifs numériques, c'est surtout une vision décentralisée. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont centralisées et qui ne permettent pas en fait de donner la confiance aux utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on parle énormément en ce moment d'une preuve de réserve, c'est-à-dire en fait que moi, en tant qu'utilisatrice, j'aurais un numéro et je pourrais aller vérifier que, par exemple, même si je prends l'exemple d'une banque aujourd'hui, les banques, je sais pas si mon argent ils l'ont et s'ils l'ont utilisé. Et là, demain, je pourrais vérifier que la plateforme n'a pas utilisé mes fonds et que mes fonds m'appartiennent et qu'ils n'ont pas été, ils sont encore sur mon compte. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est grâce à cette technologie que demain, on va arriver vers quelque chose qui va par lui-même, par son code et par la façon dont ça a été fait, instaurer la confiance pour tous les utilisateurs. Et ça va être beaucoup plus vertueux. Oui, Fabrice. Parce que Fabrice, tout à l'heure, pour me rassurer, sur Bitcoin, les crypto-monnaies, me dit non, mais il ne faut pas perdre confiance. D'ailleurs, si tous les clients d'une banque traditionnelle vont retirer leurs avoirs, de toute façon, elle fait faillite. Alors, ça ne m'a pas trop rassuré quand même, mais... Oui, Fabrice. Il y a la garantie de l'État pour les 100 000 euros pour les dépôts bancaires des particuliers, mais sur les actifs numériques, on n'a pas ça. Juste pour faire le parallèle avec la bulle Internet. Je veux dire, dans les années 2000, du coup, on a eu la bulle Internet qui s'est crashée, qui a explosé. Pour autant, je pense que vous avez tous l'obligation dans la salle, quand vient la période du mois de mai-juin où il faut déclarer ses impôts sur le revenu, il faut aller les déclarer sur impôts.gouv, sinon sous peine de pénalité. Donc il y a 20 ans, on disait qu'Internet, ça ne servait à rien parce que c'était une bulle, sauf que 20 ans après, vous faites vos impôts sur Internet, vous achetez peut-être sur Amazon ou sur des sites de e-commerce et vous regardez des séries soit sur Netflix ou Disney+. Donc il ne faut pas condamner trop vite l'écosystème et je ne pense pas qu'il faudra 10 ans pour que la technologie blockchain rentre dans les mœurs et demain peut-être que vous utiliserez la blockchain. En fait, quand vous allez sur Internet, vous moquez que vous utilisiez le protocole TCP/IP, vous lancez un navigateur, vous allez sur Google et vous lancez une recherche ou sur Quant ou n'importe quel moteur. Demain, la blockchain, ça sera exactement pareil, c'est-à-dire que vous l'utiliserez mais sans le savoir. Et pourtant, donc, tous les usages qui vont venir vont arriver vite. Et le but, c'est de démocratiser au maximum cette technologie. D'ailleurs, tous ceux qui vendent la blockchain disent aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler de la blockchain.
pour la vendre. On va passer maintenant à notre deuxième sujet, la cybersécurité. Sana, Fabrice, oui, un dernier petit mot, vraiment dernier parce que le temps tourne. Parce que là, effectivement, outre le fait qu'ils sont toujours plus experts que moi sur ce sujet, on n'a pas forcément la même position sur les cryptos. Parce qu'on en a parlé avant de venir pour cette table ronde, et là, on a 2 cryptos très actifs. On a dit qu'on ne donnerait pas de conseils d'achat. Non, ce ne sera pas mon cas. Donc moi, je suis un crypto passif, voire un crypto très sceptique. Donc, par rapport à ce que disait Fabrice, je peux faire 2 remarques, parce que c'est vrai qu'en tant que conseiller financier, je rencontre souvent des gens qui ont acheté des cryptos ou qui n'en ont pas acheté. Et donc parmi ces investisseurs, il y a des gens qui ont un profil prudent, qui par exemple pensent que c'est dangereux d'investir en bourse. Peut-être parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience ou parce que c'est difficile de comprendre l'évolution de la bourse. Et après, ils me disent, bon, mais j'ai des cryptos. J'en ai même beaucoup. Alors là, c'est vrai que je suis un peu surpris, parce que c'est quand même intéressant de discuter ce point-là. C'est-à-dire que quand on achète des actions d'une société, on achète une part de propriété dans une entreprise qui vend des produits, qui délivre des services, qui dégage un bénéfice. Donc lorsque cette société, quelques années plus tard, elle a augmenté son chiffre d'affaires par un facteur 10, lorsqu'elle fait 10 fois plus de bénéfices, on comprend que l'action de la société puisse valoir 10 fois plus cher. Voilà. Bon, ensuite, quand on achète des obligations, donc un titre de créance auprès d'un émetteur, on l'achète contre la promesse d'un rendement qui va être fonction en général du niveau de qualité de l'émetteur. Quand on achète un bien immobilier, on l'achète pour l'habiter, on l'achète pour le louer, et ça rapporte un loyer, ça rapporte de l'argent. Donc derrière toutes ces transactions, il y a un actif réel, tangible. Bon, quand on achète du Bitcoin, on achète un truc, on achète un bidule. Voilà, il n'y a rien derrière. Et donc la question, c'est pas est-ce que le Bitcoin va encore exister. Ça, je me doute bien qu'il va continuer à exister. Je sentais le débat. La question, c'est quelle est la justification du niveau de valorisation du Bitcoin. On va permettre à Fabrice de répondre dans 15 secondes. En 15 secondes. Alors, je vais faire autre chose. Est-ce que les bidules ont une vraie valeur alors je vais faire ce qu'on appelle un ROC, c'est répondre à une question par une autre question. Je vous pose la question, l'euro, c'est quoi le fondamental qu'il y a derrière l'euro? C'est-à-dire que vos patrimoines est valorisé en euros, votre résidence principale, votre compte bancaire en euros, votre assurance vie. C'est-à-dire la majorité de votre patrimoine est valorisé dans une contre-valeur, qui est l'euro, dont l'émission de masse monétaire est décidée par 6 personnes que je n'ai pas élues, qui s'appellent les gouverneurs de banque centrale, qui décident de l'inflation ou pas. C'est-à-dire l'inflation, c'est ni plus ni moins que la perte de valeur de mon patrimoine. Donc si je n'ai pas j'ai pas la main sur l'évolution de mon patrimoine. L'avantage des actifs du bidule, en l'occurrence du Bitcoin, il y en a d'autres, mais je parle juste du bidule de Bitcoin, c'est que l'émission de la masse monétaire, elle est connue en avance. C'est-à-dire que c'est pas des individus que je ne connais pas, que je n'ai pas élus, dont leur patrimoine est sûrement pas que en zone euro, mais bien mondial. Donc ils vont pas subir l'inflation de la même façon que moi. Au moins l'émission de masse monétaire est connue à l'avance. Et on en a discuté juste avant, c'est qu'après, moi, les gens s'évertuent à donner une valeur à Bitcoin, mais moi, mon Bitcoin, il vaut pas 20 000 euros. Enfin, c'est les cours actuels, 15 000 euros. Il ne vaut pas 15 000, il vaut 100 000 ou même 1 million. En fait, il faut le voir comme une expérience, tout simplement. Par rapport à la valorisation du patrimoine, on conseille, c'est pas moi qui le dis, c'est de ne pas mettre de plus de 5% de son enveloppe patrimoniale dans des actifs risqués, y compris les actifs numériques. Il n'y a pas que les actifs numériques. Donc voilà, pour répondre, j'ai dépassé les 15 secondes. Ouais.